vos autres collaborateurs, ils sont là, il est l'heure pour le commencement. Le directeur, il n'est pas connecté, j'attends juste mon collègue. Il était là tout à l'heure. Ok, je suis en train de voir avec mon collègue Nyon, s'il est là. Peut-être qu'il va se connecter avec moi sur la même machine. D'accord. Wow. Le main sur la main, le même truc. Awa? Oui. C'est bon, hein, j'ai partagé sur les réseaux sociaux, donc tu peux commencer. D'accord. Monsieur Cissé? Oui, je vous entends bien. Oui, j'ai essayé d'avoir Monsieur Gaï. Oui. Au téléphone, mais je ne l'ai pas eu. Vous l'avez eu? J'ai parlé avec lui. Juste avant de me connecter, je lui ai parlé. Il m'a dit qu'il se connectait aussi. Il était déjà connecté, mais après, je pense qu'il est sorti. Oui. Oui. Peut-être qu'il a eu un petit souci. Ok, je vérifie et je vous tiens au courant. D'accord. Monsieur Cissé? Déjà, mon bureau. Waaw ko dafa mel dafa déconnecté de suñu réunion gaa ngi koy laaj. Ok. Bonjour, donc nous sommes au 5e jotaay de FESTIC. Nous serons avec Monsieur Amadou François Gaye, directeur général d'appui au Sénégalais de l'extérieur, de la direction d'appui au Sénégalais de l'extérieur, avec 2 de ses collaborateurs, Monsieur Ibrahim Ognon et Monsieur Ibrahim Cissé. Donc, Monsieur Gaye a un petit souci, mais il va nous rejoindre
plus tard. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est gestion des Sénégalais de l'extérieur, obstacles et solutions par l'éthique. Donc, nous attendons vos questions, surtout ceux qui sont au niveau de la diaspora. À vous les questions. Allô? Oui. Oui, j'avais un petit souci, mais là, je pense que c'est bon maintenant. Oui, merci. OK, parfait, parfait. Merci. Donc, M. Gaye est là. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes avec la Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur, avec le directeur général, M. François Gaye, Amadou François Gaye, et deux de ses collaborateurs, M. Ibrahima Nyon, Dirissa du moins, de la DAIP, M. Ibrahima Sissé de la DAPSE. Je pense qu'ils vont nous l'expliquer tout à l'heure. Monsieur Gaye, Monsieur Sissé? Oui, je suis là. Donc, je vais vous laisser vous présenter en attendant que Monsieur Gaye revienne. Allô, Monsieur Gaye, vous m'entendez? Monsieur Gaye, oui, on vous entend, mais on ne vous voit plus. Monsieur Gaye? OK. Il y a la... Voilà, c'est bon. C'est bon? Voilà, c'est bon maintenant. C'est bon? OK. Oui, c'est bon maintenant. Donc, Monsieur Gaye, nous allons vous laisser vous présenter. Monsieur Gaye? Voilà, donc merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et nous sommes vraiment heureux d'être là aujourd'hui avec vous. Et nous saluons aussi les membres de FESTIC qui nous suivent. Vraiment, merci pour d'avoir pensé à la DGASE. Donc, je m'appelle Amadou François Gaye, je suis le directeur général d'appui aux Sénégalais de l'extérieur. Et j'ai été nommé depuis le mois d'octobre 2019. Donc, je suis là depuis quelques mois. Et parmi nous, nous avons donc Ibrahima Sissé qui est là, directeur de la DAPS, et M. Idriss Agnan. Je vais donc laisser à mes deux collaborateurs se présenter. Ensuite, on pourra commencer. D'accord, merci. Merci beaucoup. Monsieur Sissé, à vous. Oui, bonjour madame, mesdames, messieurs, je ne sais pas si je dois dire les suiveurs, les followers de votre émission. Moi, je suis, comme l'a souligné le DG, je suis Ibrahima Sissé, je suis directeur ad intérim de la DAPS, ça s'appelle Direction comme D, A c'est Assistance, P c'est Promotion, SE c'est Sénégalais de l'extérieur. Donc, je suis le directeur ad intérim de l'assistance et de la promotion des Sénégalais de l'extérieur, qui est l'une des deux directions de la direction générale. À mes côtés, il y a mon collègue, il va se présenter tout à l'heure, mais c'est juste pour vous dire qu'on partage le même ordinateur, lui et moi. Monsieur Nyan, je vais lui laisser la parole pour se présenter. D'accord, merci. Oui, bonjour madame, bonjour voilà, à toutes ces personnes qui nous suivent. Nous sommes vraiment très contents d'être en relation de communication avec vous pour pouvoir vous parler de la direction. Moi aussi, je suis le directeur de la direction qu'on appelle DAIP. La DAIP, c'est la direction à l'appui et à l'investissement et au projet. Donc, c'est la deuxième direction. La direction générale est composée de deux directions, la DAPS et la DAIP. La DAIP, c'est la direction de l'investissement et des projets. Par investissement, on parle d'investissement productif. Et au niveau des projets aussi, on parle des projets d'habitat, logements sociaux. D'accord. Merci, Monsieur Nyon. Monsieur Sissé,
Monsieur Gaye, je pense que vous allez introduire et après nous quitter pour votre réunion, je pense. Ou c'est bon, vous pourrez assumer? Oui. Oui, mais oui, je vais rester pour 5 minutes, donc au fait, pour discuter un peu avec vous. Et il se pourrait même que je revienne, parce que j'ai juste une petite réunion importante à faire. Donc, je pourrais revenir éventuellement. Enfin. Et je pense qu'on peut démarrer. J'ai au moins 5 à 10 minutes encore. D'accord. Donc, Monsieur Gaye, notre première question, c'est comment la direction des Sénégalais de l'extérieur soutient-elle les Sénégalais de la diaspora dans cette lutte contre la pandémie, dans cette période de pandémie? Merci beaucoup, Madame. Avant tout, vous savez, le chef de l'État, en décidant d'ériger la diaspora comme 15e région du Sénégal, a démontré aujourd'hui toute l'attention qu'il accorde à la diaspora et surtout à la gestion et la promotion de nos compatriotes au niveau de la diaspora. Et le chef de l'État, donc, à la disposition du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, une somme de 12 milliards 500 pour aider dans le cadre de ce virus, de cette pandémie qui aujourd'hui affecte le monde. Et par rapport à cela, donc, nous avons eu un plan de contingence que nous avons commencé donc, depuis quelques mois aujourd'hui en créant une plateforme, en créant un call center qui pourrait éventuellement aider donc pour la réalisation de certains projets que nous avons au sein de la diaspora dans le cadre de la COVID. Donc, je pense que M. Cissé tout à l'heure pourra revenir en détail sur la plateforme ainsi que le call center que nous avons créé au sein du MAES. Et juste pour vous dire aussi que vraiment le chef de l'État a aujourd'hui fait quelque chose que beaucoup de pays africains n'ont pas eu à faire. Certains, je ne vous le cache pas, certains homologues dans d'autres pays nous disent carrément qu'ils n'ont pas pu faire ce plan de contingence qu'aujourd'hui que nous sommes en train de réaliser. 12 milliards 500 pour la diaspora, aider les gens qui sont bloqués au niveau de certains pays dans les zones de transit, aider les familles qui ont perdu des Sénégalais, qui ont perdu des familles, des membres de la famille à cause de la COVID, d'autres, des étudiants qui sont dans des situations vraiment précaires que nous avons eu à travers le MAES à soutenir financièrement, et tant d'autres, vraiment beaucoup de Sénégalais à travers le monde qui ont reçu de l'aide grâce au MAES. Donc, il faut noter que c'est le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. D'accord. Voilà, excusez-moi, on a tellement l'habitude de dire MAES, bon, voilà. Oui, c'est pour nos suiveurs, pour ceux qui ne savent pour les pas. suiveurs, voilà. Effectivement, c'est important. Donc, toutes les ambassades dans tous les pays où nous sommes. Aujourd'hui, je dirais que le Sénégal le gouvernement sénégalais a vraiment assisté ces Sénégalais qui sont dans la diaspora. Donc, à travers la plateforme que nous avons créée, il y a eu presque 200 000 personnes qui se sont inscrites sur cette plateforme. Et à travers cette plateforme, nous étions en mesure d'avoir d'abord une cartographie des Sénégalais de l'extérieur qui se sont inscrits dans, je pense, plus de 100 pays, si je ne me trompe pas, environ 140 pays. Donc, ce qui nous a vraiment facilité la tâche. Et nous avons aussi eu à connaître le nombre de personnes bloquées, le nombre de personnes qui ont besoin d'aide à travers le fonds que le président de la République a mis à disposition au niveau de la diaspora. Donc, c'était vraiment facile de pouvoir donc, cibler ces personnes. Et à partir de là, donc, nous avons créé des comités dans chaque pays à travers les ambassades et les consulats qui ont créé des comités. Et donc, ce sont ces comités aujourd'hui qui se sont penchés sur ces dossiers pour
pour ensuite délivrer. Et plus tard, nous allons revenir là-dessus. Mais en grosso modo, c'était juste pour vous dire un peu ce que l'État aujourd'hui a fait pour la diaspora. Et au niveau de la DGASE, c'est la Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur. Donc, nous essayons de trouver les solutions aux problèmes liés à la délivrance de documents comme les passeports, les cartes d'identité, ainsi de suite. Récemment, je ne sais pas si vous avez suivi, au niveau de l'Italie, le gouvernement italien compte donner aux Sénégalais, aux personnes qui habitent là-bas des sans-papiers et certains aussi qui ont des courts séjours, de leur donner des papiers pour y accéder. Ces Sénégalais ont besoin de pièces d'identité. Donc, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, en partenariat, je dirais, avec le ministère de l'Intérieur, on a eu à envoyer une équipe qui pourra donc renforcer l'équipe qui est déjà présente au niveau du consulat pour la délivrance des passeports et des cartes d'identité. Donc, ce qui participe aussi à régler les solutions, à régler les problèmes que nous avons au sein de la diaspora. Ouais. D'accord. Merci, M. Gay. Nous allons passer la parole à un de vos collaborateurs. Monsieur Cissé ou Monsieur Nyon? Monsieur Cissé, Ibrahim Cissé, là? Oui, merci DG. Donc, moi, c'était juste peut-être pour souligner que le DG a bien campé le décor par rapport à la problématique de la prise en charge des préoccupations des Sénégalais de l'extérieur dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Maintenant, il s'agira dans une relation, dans une interaction avec vous de voir où est-ce que vous souhaiterez qu'on approfondisse la question, quels sont les problèmes que vous souhaiterez avoir en détail. Mais j'insiste juste sur le fait que ces 12 milliards 500 qui ont été consacrés à la résilience des Sénégalais de l'extérieur qui ont été impactés par la pandémie. Et ces 12 milliards seront gérés selon les principes d'équité, de transparence, mais aussi de célérité. Et ils sont destinés à l'ensemble des Sénégalais de l'extérieur qui sont inscrits dans une plateforme qui s'appelle Force COVID-19 diaspora.gouv.sn. Et c'est à travers cette plateforme que toutes les demandes seront reçues et toutes les demandes seront traitées, mais aussi tous ceux qui doivent avoir cette aide-là l'auront dans les règles de la transparence que j'ai édictées tout à l'heure. Donc, de manière plus ramassée, voilà les premiers mots que je voudrais donner à travers ce débat. Et M. Nyan, certainement, a quelque chose à ajouter à cela. OK. D'accord, M. Nyan. Oui, on vous remercie, madame. Donc, pour compléter mon collègue de la direction de la promotion sociale, et je parlerai de la direction de l'appui à l'investissement. Mais tout d'abord, permettez-moi, madame, de vous rappeler, certainement, vous savez que nous, notre immigration ici au niveau du Sénégal, nous avons un slogan, contrairement aux autres immigrations. Au Sénégal, je crois qu'un chanteur bien de chez nous avait déjà dit qu'au Sénégal, Djom moy touki, mais foule moy nibisi. Donc l'immigration sénégalaise, c'est ça. C'est la volonté d'aller acquérir un savoir, d'aller chercher peut-être de l'argent, mais de revenir dans son pays. Et ça, le gouvernement l'a très bien compris. C'est pourquoi, à travers ces structures, en plus de la DAPS, qui est une structure d'aide et d'assistance sociale, il y a la structure qui est chargée d'accompagner les Sénégalais de l'extérieur sur le plan des investissements. Et ça, c'est la direction, c'est la DAIP qu'on appelle la direction de l'appui à l'investissement et au projet. Au niveau de ces investissements, nous avons les investissements productifs, c'est-à-dire vouloir capter l'expérience que les Sénégalais de l'extérieur ont acquis durant leur séjour à l'étranger pour les faire revenir au Sénégal, histoire de les aider à pouvoir s'implanter. Comme ça, le Sénégal va bénéficier de leur expérience, ce qu'on appellerait
le transfert un peu de technologie. Et en même temps, cette technologie va permettre de former aux jeunes pour lutter quand même contre l'immigration clandestine. Parce que si les jeunes sont formés et qu'ils ont du boulot, ils ne vont pas quand même peut-être retourner. C'est pourquoi au niveau de la direction, en plus de la division des investissements qui est chargée d'accompagner les porteurs de projets, il y a aussi la division Habitat qui est chargée d'accompagner les Sénégalais de l'extérieur à la recherche d'un logement sécurisé et avec toutes les normes requises en matière d'habitation, parce que vous êtes censé être au courant de certains problèmes liés quand même à la recherche de logement par les Sénégalais de l'extérieur. Voilà. Donc, c'est pourquoi au niveau, comme je vous l'ai dit, il y a la division investissement. Au niveau de la division investissement, nous accompagnons les Sénégalais qui ont déjà une envie de venir et de rentrer au pays. On a défini un certain nombre de projets et le gouvernement on nous entend plus. A mis en place ce qu'on appelle le FAISE, un fonds qui est environ de 1,5 milliard de francs. Donc, vous êtes Sénégalais, vous voulez retourner pour servir votre pays, vous avez un projet et le FAISE investit tous les domaines sauf l'immobilier et le commerce. Et la particularité est donnée aussi à l'agriculture pour pouvoir booster notre agriculture. Et il faut dire qu'au niveau du FAISE aussi, les projets qui sont implantés à l'intérieur du Sénégal sont plus favorisés et les projets aussi portés par les femmes sont encore beaucoup plus favorisés. Ça, nous faisons un peu de la discrimination positive, tant pour les régions, tant pour les femmes. Donc, au niveau de ces projets FAISE, c'est des projets qui sont financés de 5 millions jusqu'à 15 millions de francs. Et généralement, c'est des projets qui portent, comme je l'ai dit, la plupart dans l'agriculture, mais aussi il y a des projets innovants qui portent dans les nouvelles technologies qu'on implante un peu à Dakar et dans les capitales régionales. Il y a des projets aussi qui entrent dans le secteur d'immobilier urbain et des services, de la restauration et de la coiffure et de la mode, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais seul le commerce purement et l'immobilier sont exclus. Parce que, mais s'il y a transformation d'un produit, ensuite on peut aider pour la commercialisation. Ça, c'est ce qu'on appelle le FAISE. Et chaque année, le gouvernement du Sénégal met à disposition 1,5 milliard pour financer ces projets-là. D'où les financements sont compris entre 5 millions et 15 millions. En plus, nous avons nos partenaires qui sont là, qui nous aident aussi dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine ou le retour et la réinsertion des immigrants de retour. Nous avons des partenaires tels que l'Union européenne, nous avons des partenaires aussi de manière un peu spécifique tels que la coopération allemande, la coopération belge, la coopération italienne, la coopération espagnole, qui ont des projets qui nous aident à réinsérer ces Sénégalais de retour. De plus, nous travaillons aussi avec l'OIM qui nous aide quand même dans le cadre de la réinsertion des Sénégalais qui sont retournés de manière forcée parce qu'ils ont été pris dans le cadre de l'immigration clandestine. Donc, en plus de ces deux volets, il y a aussi un autre volet d'investissement mis en place par le gouvernement du Sénégal et qui s'appelle le Fonds des femmes, le Fonds de financement des femmes sur le plan extérieur. Parce que pas mal de femmes ont suivi leur mari à l'extérieur et pas mal de femmes aussi ont pris la simple initiative de vouloir immigrer. Parce que comme on dit chez nous, pour Bahna Légui, Digen Bahna aussi. Et dans ce cadre, beaucoup de femmes sont porteurs de beaucoup de projets et ils sont à l'extérieur. Et le président de la République a pris sur lui la décision de créer ce fonds spécifiquement dédié aux femmes. C'est un fonds qui finance les femmes de France, les femmes d'Abidjan, les femmes de la Gambie, ainsi de suite. Mais pas des femmes du Sénégal. C'est-à-dire, vous êtes un groupement de femmes, vous êtes en France ou en Italie, vous avez besoin de donner un coup de pouce à vos activités ou vous avez besoin de créer des activités. Ce fonds vous vient en aide. Je donne un exemple.
Je crois que c'est des femmes qui sont en France, qui ont été financées par ce fonds et qui ont mis en place une agence de voyage qui vend des billets. Et qu'aujourd'hui, avec ce fonds, pratiquement la majeure partie des Sénégalais qui sont dans ce pays, quand ils viennent en vacances, c'est au niveau de ce groupement de femmes qu'ils achètent leurs billets. Donc, il y a aussi ce fonds. Excusez-moi un moment. Donc, pour ces points-là, pour les investissements et autres, peut-être qu'on va y revenir tout à l'heure. Maintenant, est-ce que vous pouvez, soit Monsieur Gaye ou Monsieur Cissé ou vous, revenir sur tout ce qui est gestion de la pandémie, comment vous le gérez avec, comment vous soutenez, Monsieur Gaye a parlé de 12,5 milliards ainsi que Monsieur Cissé pour la diaspora et que cette diaspora est la 15e région sénégalaise. Vous avez parlé, M. Gaye a parlé de 200 000 personnes inscrites au niveau de la plateforme dans plus de 140 pays. J'aimerais bien que vous développiez plus sur le volet, parce qu'on a vu que même hier, au niveau des journaux, télévisés et autres, qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui repartent dans les pays d'immigration du moins. Donc, comment vous gérez ce côté-là? Les Sénégalais qui partent, les Sénégalais qui reviennent, ceux qui sont décédés, comment vous gérez ça avec cette pandémie? Et aussi avec l'aide dont parlait M. Gaye tout à l'heure, comment vous vous y prenez? Comment vous faites exactement concernant ces 3 points? Comme le disait M. Cissé, si vous pouvez vous appuyer sur ces 3 points-là pour mieux nous expliquer. Monsieur Cissé? Oui, merci madame. Je ne sais pas si vous voudrez ajouter quelque chose avant. Monsieur Gaye? Oui, en fait, je dis, c'est un travail de coordination que nous faisons avec les différents acteurs qui sont concernés, notamment le ministère des Transports aériens, le ministère de l'Intérieur, concernant les vols de rapatriement que nous avons. Donc, soit ce sont des Sénégalais qui veulent revenir dans leur pays et nous affrétons nos avions d'Air Sénégal qui sont là, ou bien ce sont des Sénégalais qui sont présentement au Sénégal et qui souhaitent partir en Italie, en Espagne, en France, et ainsi de suite. Donc, on essaie de les aider à retourner. Parce que bon nombre d'entre eux ont failli perdre leur emploi. Je parle des cas comme l'Italie, par exemple. Certains étaient bloqués au Sénégal depuis très longtemps et n'arrivaient plus à retourner. Donc, nous les avons donc assistés dans ce processus. Il y a des vols qui sont organisés en relation avec l'ambassade d'Italie. Donc, le ministère des Affaires étrangères a pu aider pour affréter des avions qui ont quitté. D'ailleurs, je pense qu'il y a eu un vol qui a quitté hier. Oui. Donc, c'est vraiment un travail de coordination entre les différents acteurs. Et juste pour vous dire aussi que nous sommes sensibles aux gens qui sont bloqués au Sénégal, parce que ce sont ces émigrés qui retournent et qui envoient de l'argent au Sénégal. Donc, c'est important pour nous que ces personnes continuent leur travail. Je dis toujours que la migration aujourd'hui est vraiment un atout pour les pays. Quand vous regardez ce que la diaspora apporte au Sénégal, 1250 milliards par an, ce n'est pas un petit montant. Et c'est très important aussi pour nous de montrer que la DGASE, que le ministère des Affaires étrangères est là pour les Sénégalais de la diaspora. Mais aussi, il y a des migrants de retour. Les migrants de retour qui reviennent dans leur pays, que ce soit des migrants de la Libye qui viennent par la route du Niger ou bien ceux de l'Europe. Il y a des programmes, des projets qui sont là pour ces gens-là. Je pense plus tard, nous pourrons développer, nous pourrons parler de ces cas, par exemple. Et donc, pour ceux qui sont au niveau de l'étranger qui veulent revenir au Sénégal, il y a des vols qui sont prévus. Il y a un agenda pour chaque pays, là où il y a des gens bloqués qui souhaitent revenir, comme le Gabon, le Nigeria, nous avons le Mali, Togo, les États-Unis. Donc, il y a des vols qui sont planifiés avec Air Sénégal. Et demain, nous allons recevoir un vol de New York avec Delta Airlines. Nous allons aussi recevoir un vol qui viendra du Gabon, qui vient aussi
Donc, on a plusieurs vols déjà en ce moment programmés. Et tout cela, c'est dans le but d'assister les Sénégalais de la diaspora. D'accord. D'accord, M. Gaye. Ibrahim Cissé, vous avez quelque chose à rajouter, je pense. Oui, alors moi, c'était juste pour, comme l'a souligné Madame Dia, essayer d'étayer le mécanisme d'assistance des Sénégalais de l'extérieur à la suite de la pandémie. Pour juste expliquer, à la suite de votre question, par rapport aux 12 milliards 500, comment fonctionne le mécanisme et qu'est-ce qu'on peut avoir qu'est-ce qu'on attend comme résultat. D'abord, il faut remarquer que cette aide, nous la destinons aux Sénégalais de l'extérieur, non seulement par catégorie, mais aussi par tranche. Par catégorie, en ce sens que dès l'apparition de la pandémie, nous avons constaté qu'il y avait des Sénégalais qui étaient immédiatement impactés, alors qu'il y a d'autres qui le seront de manière durable. Donc, ceux qui sont immédiatement impactés, ce sont principalement ceux-là qui s'étaient déplacés à l'étranger et qui, pour des raisons que vous connaissez, n'ont pas pu revenir au Sénégal ou bien en tout cas dans leur pays d'accueil. Ces gens-là sont directement impactés et il va falloir les aider le plus rapidement possible. Dans la même situation aussi se trouvait un certain nombre d'étudiants. Donc, notre première action a consisté à venir en aide à cette tranche de population pour voir comment les soutenir. C'est ainsi qu'il a été décidé de leur apporter, selon leur lieu là où ils sont bloqués, leur apporter de l'aide. Si excusez-moi, M. Cissé. Oui. M. Gaye doit commencer sa réunion, donc nous allons le laisser partir et continuer. Peut-être qu'il pourra revenir après. M. Gaye? Voilà, donc je vous laisse continuer. Merci pour tout. Et il se pourrait que je revienne, je ne promets pas, mais il se pourrait que je revienne dès que je finis très tôt, OK? D'accord. Et encore une fois, merci pour tout, merci pour l'invitation. Merci. D'accord, merci et bonne réunion. Merci beaucoup. OK. Oui, M. Cissé, allez-y. Oui, donc, je disais que ça, c'était ce que l'on a appelé les actions les plus urgentes, c'est-à-dire venir en aide à ces Sénégalais qui sont bloqués, souvent entre deux vols pour rentrer dans leur lieu de résidence. Dans ceux qui sont directement impactés aussi, il y a nos compatriotes qui sont décédés de la pandémie de Covid. Et il fallait leur venir en aide pour certains l'inhumation, pour d'autres la prise en charge du transfert du corps. Ça, on y reviendra si vous le voulez. Enfin, il y a eu les étudiants. Donc ça, c'était la première tranche. Et cette première tranche d'aide nous a permis, par le truchement des comités de gestion installés dans chacune, de les sélectionner à travers la plateforme que j'ai évoquée tout à l'heure et de leur venir en aide. Après cette première tranche qu'on a appelée la tranche d'urgence, il y a la tranche que j'allais dire dans le moyen et le long terme, c'est-à-dire ceux qui sont impactés après ces urgences. Ceux qui sont impactés se trouvent dans la seconde tranche et c'est à ce niveau où on se trouve là. Ils doivent aussi, ça concerne peut-être les commerçants, ça concerne les travailleurs, ça concerne les retraités, ça concerne d'autres catégories de Sénégalais. Mais l'important est que cette personne ou ce Sénégalais soit non seulement inscrit dans la plateforme et justifie en quoi il est impacté. Et le comité de gestion qui tient régulièrement une réunion va analyser, va étudier, va examiner son dossier en vue de lui apporter une aide telle que cela a été prévu par le docteur. D'accord. J'ai vu que hier, il y a eu un vol qui a été affrété pour ceux qui devaient partir, les Sénégalais qui devaient partir en Italie et ailleurs. On a vu qu'il y avait au niveau des réseaux sociaux ou bien au niveau de la télévision, qu'il y avait beaucoup de Sénégalais qui étaient partis en réunion à l'extérieur, soit en France ou aux États-Unis en mission, ou d'autres qui voulaient revenir mais qui étaient bloqués là-bas. Et ces gens-là, est-ce qu'ils sont pris en charge dans le, comment s'appelle, le processus de rapatriement? Tout à fait. Le DG l'a souligné tout à l'heure. C'est-à-dire que, comme vous le constatez et vous le savez, les frontières aériennes sont
dans la majeure partie des pays fermés. Et sur quoi on travaille maintenant, ce sont ce que l'on appelle des vols de rapatriement, qui sont par nature et par définition des vols exceptionnels, parce que ce ne sont pas des vols commerciaux. À partir du moment où c'est des vols de rapatriement, ils doivent obéir à un certain nombre de critères. L'engagement de l'État du Sénégal à les prendre en charge. Quand je dis prendre en charge, c'est de manière au niveau de l'organisation. Je donne un exemple. Quelqu'un qui se trouve aux États-Unis, il souhaiterait venir au Sénégal et qui a été bloqué par le Covid. Dans notre démarche, il n'est pas considéré comme quelqu'un qui est bloqué. Okay. Alors que quelqu'un qui s'est déplacé aux États-Unis, soit pour aller voir la famille, ou bien dans le cadre du travail, ou bien pour une formation, un stage, au moment où il s'apprêtait à revenir au Sénégal, il y a eu la pandémie. Cette personne est considérée comme bloquée, donc nous avons le devoir de l'aider à revenir au Sénégal et il fait partie de ceux-là qui sont éligibles pour les vols dits de rapatriement. Tout comme les Sénégalais qui habitent par exemple, je ne sais pas, à Milan ou bien en France, qui est venu au Sénégal pour une affaire ou pour voir la famille, au moment de rentrer, il a été bloqué par la pandémie. Cette personne aussi entre dans la catégorie de celles qu'on devrait aider pour pouvoir rentrer. C'est ainsi qu'il y a eu avec la coordination du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Santé, de Air Sénégal International et d'autres compagnies, on a mis en place tout un planning pour voir comment mettre en place ce circuit des vols aller et retour. Et depuis quelques jours, nous y sommes. D'ailleurs, pour l'Italie, il y a un vol qui est parti pas plus tard qu'hier. D'accord. D'accord. Je pense que nous allons laisser un peu ce volet. Et M. Niang? Oui. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de financement et même avec M. Cissé et M. Gueye, toutes les démarches qu'effectue la Direction générale d'appui au Sénégalais de l'extérieur, je vois que ce n'est pas possible si certaines choses ne sont pas acquises dès le départ. Donc, j'en viens à la deuxième question. Quels sont les freins à la gestion des Sénégalais de l'extérieur? Parce que tout ce que vous voulez faire là, s'il n'y a pas, les Sénégalais ne sont pas, je dirais, inscrits et autres. Donc, quels sont les freins que vous rencontrez dans votre travail? Bon, donc, les difficultés que nous rencontrons dans le travail au niveau de l'investissement, vous voulez dire? Que ce soit l'investissement, que ce soit même au niveau même de la gestion de cette pandémie-là, vous avez dû vous confronter à certains problèmes qui sont récurrents. Parce que quand tout à l'heure, vous avez parlé de l'OIM, l'Organisation internationale de la migration, ainsi que l'ANSD avait fait un travail sur l'immigration et autres. Et on nous dit qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui n'ont pas de papier ou qui ne se signalent pas au niveau des consulats et même au niveau des réseaux sociaux et au niveau de la télé, on en entend parler. Donc, c'est sûr que dans votre mission, vous êtes confrontés à certains problèmes pour pouvoir les recenser, pouvoir avoir accès à eux. C'est pourquoi je dis, quels sont les freins exactement dans votre travail? Oui, je vous remercie, madame, d'avoir bien reprécisé la question. Et je crois que vous avez tout à fait raison. Le problème auquel nous sommes confrontés, c'est le problème d'identification et de recensement des Sénégalais de l'extérieur. C'est vrai que l'État même, à un moment donné, quand nous avions mis en place les visas pour pouvoir rentrer, avait mis en place un système informatique qui permettait, à partir de ce système, de pouvoir recenser certains Sénégalais. Malheureusement, ce système de visa n'a pas pu prospérer, continuer. Et que les Sénégalais, la majeure partie des Sénégalais, quand ils viennent dans un pays, au niveau de leur pays d'accueil, ils ne vont pas directement s'inscrire au niveau du consulat pour être identifiés. Certains, parce qu'ils ont peur, ils vont dire que si vous êtes recensé et que vous êtes localisé, demain, vous pourrez faire l'objet d'un rapatriement au niveau du Sénégal. Et j'en profite quand même pour, à travers votre antenne, dire que le gouvernement du Sénégal n'a signé aucun acte pour permettre le rapatriement de ses enfants. Aujourd'hui, il n'y a aucun Sénégalais qui peut être rapatrié d'un pays où il est. Bon, sauf d'autres conditions. Mais à chaque fois, l'ambassadeur a la possibilité de bloquer ce rapatriement.
Donc, que les Sénégalais aillent s'inscrire. Bon, peut-être on dirait que malheureusement ou heureusement maintenant avec la pandémie, quand on a parlé d'aide un tout petit peu et d'assistance aux Sénégalais, beaucoup de Sénégalais qui n'avaient pas la carte consulaire sont allés maintenant au niveau des consulats pour pouvoir être identifiés et bénéficier quand même de l'assistance du consulat ou de l'ambassade. Et de ce fait, certains qui ne s'étaient pas inscrits vont devoir s'inscrire. Et je crois que ce qui faciliterait le travail, c'est identifier tous les Sénégalais de l'extérieur et les localiser et même aller plus loin, savoir chaque qualification de chaque Sénégal de l'extérieur. C'est vrai que l'Agence des statistiques du Sénégal, à travers son recensement ici au niveau du pays, avait fait un travail extraordinaire. Mais là aussi, il y a un peu de limite dans ça, parce qu'au sein de la famille, on peut te dire qu'on a un Sénégalais en Espagne, il a quitté la famille, et entre-temps, ce Sénégalais peut se déplacer de l'Espagne pour aller en Suisse. Mais bon, il ne rend pas compte fidèlement à sa famille, et ce qui fait que vous pouvez penser, avec le recensement de l'Agence des statistiques, que vous avez un Sénégalais en Espagne, or qu'il n'est plus en Espagne, il est en Suisse. Et généralement, ils ne peuvent pas se prononcer sur la qualification et sur le travail qu'effectivement fait ce Sénégal de l'extérieur. Parfois même, ils ne savent pas s'il est marié, s'il a des enfants. Donc, il y a certaines zones d'ombre qu'il faut clarifier. Mais bref, ce recensement de l'Agence des statistiques nous permet quand même de savoir exactement le nombre de Sénégalais qu'on a à l'extérieur. C'est pourquoi, présentement, on parle de 3 millions de Sénégalais à l'extérieur, parce que dans chaque famille, ils vont vous dire qu'on a 2 immigrés, 3 immigrés, 4 immigrés. Et par rapport, excusez-moi, vous parlez de 3 millions de Sénégalais à l'extérieur. Par rapport à ceux qui sont au niveau de la sous-région, en Afrique en général, et ceux qui sont au niveau de l'Europe ou des États-Unis, quels sont les plus nombreux? Les Africains, ça je crois. En Afrique. Oui, en Afrique, ça, on le dit et on le répète. Aujourd'hui, quand on parle d'immigration, les gens, ils pensent toujours Italie, France et autres. Mais aujourd'hui, les Sénégalais sont beaucoup plus nombreux en Afrique. Particulièrement, je dirais, tout près de chez nous. Ici, au Mali, on en a au Mali, en Gambie. Ici, parce que généralement, les gens oublient que la Gambie aussi est un pays souverain. Les Sénégalais qui sont là-bas, c'est des Sénégalais de l'extérieur. Il y a quand même un député Sénégal de l'extérieur qui réside en Gambie. Et en Côte d'Ivoire, dans la sous-région, aujourd'hui, on peut dire que les 2/3 des Sénégalais de l'extérieur sont en Afrique. Et ils sont généralement en Afrique au niveau de la zone CEDEAO. Et ils sont là. Ils sont beaucoup plus nombreux en Afrique. Et vous rencontrez plus de problèmes avec ceux qui sont en Afrique ou avec ceux qui sont au niveau des pays européens et les États-Unis? Avec qui rencontrez-vous le plus de problèmes dans la gestion? Bon, comme je vous le dis, vous savez, généralement, même au niveau de l'Afrique, les problèmes, ils sont multiples et généralement, c'est des problèmes spécifiques. Parce que généralement, les Sénégalais de l'extérieur, le problème spécifique, c'était le problème des papiers administratifs. Ils te disaient que, oui, nous, on a eu des problèmes pour déclarer nos enfants. Nous, on a des problèmes pour avoir un passeport. Bon, heureusement, maintenant, le gouvernement a mis un système en place qui permet quand même la fabrication de passeports à des quantités vraiment qui dépassent même parfois la demande. Donc, sur le problème des passeports, il n'y a plus de problème. Même, vous pouvez vous permettre, au niveau de l'Europe, si vous avez une adresse fixe, une fois que vous avez effectué le déplacement pour demander le passeport, vous restez chez lui, vous restez chez vous. Au lieu, après le fait de revenir pour perdre 2 jours de travail ou 3 jours de travail, récupérer le passeport, le consulat se charge quand même de vous donner votre passeport là où vous êtes. Donc, à part ça, c'est le problème des papiers administratifs, comme je vous l'ai dit, les problèmes des bulletins extraits de naissance pour les familles et autres. Tout ça, c'est des problèmes qui sont généralement réglés. Et en Afrique, on a certains peut-être détails, certains Sénégalais ne sont pas en règle. Ils ne respectent pas les conditions de séjour de ces pays. Et parfois, c'est un peu dur. Ils ont des problèmes avec la police et autres. Mais là, le consulat est toujours là pour leur apporter une assistance au cas par cas
pour pouvoir quand même les tirer généralement d'affaires. Et nous leur conseillons d'ailleurs à chaque fois de tout faire pour respecter les conditions mises en place par le pays d'accueil. Parce que là, c'est fondamental. Quand vous êtes dans un pays, la première des choses que vous devez faire, c'est aller vous faire identifier au niveau de votre consulat. Mais la deuxième chose que vous devez faire, c'est essayer d'être quand même en respect strict avec la réglementation mise en place par le pays qui vous accueille. D'accord. Donc, on va laisser à M. Cissé peut-être. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport aux freins que vous rencontrez dans la gestion des Sénégalais de l'extérieur? Les freins, les problèmes que vous rencontrez, les freins que vous avez par rapport à votre travail pour gérer les Sénégalais de l'extérieur. Monsieur Nian en a donné. Je vous en prie si vous avez quelque chose à dire. Non, c'est juste dire que le premier obstacle, et comme vous l'avez dit, hein, mon collègue l'a souligné, c'est la problématique des données, la problématique des nombres. Aujourd'hui, on ne peut que faire une estimation sur le nombre des Sénégalais. Et il n'y a pas une institution ou un organe qui peut vous dire on a exactement tant nombre de Sénégalais qui sont situés à... Ce ne sont que des estimations, mais avec la pratique qu'on a du terrain, on a la certitude qu'on en a plus, par exemple, en Afrique, plus qu'en Europe, en Gambie, plus qu'en Afrique du Sud, etc., etc. Donc, le premier frein qu'on peut souligner, c'est et il est lié aux données. Et c'est d'ailleurs à quelque chose malheureux. Et bon, avec cette pandémie de la Covid, la mise en place de notre plateforme nous a permis pour la première fois dans ma modeste et petite expérience d'avoir une masse de données aussi importante. On en vient aux solutions par l'éthique alors. Bien sûr, on va revenir par l'éthique. C'est pour dire que c'est la première fois que l'éthique nous ont permis de pouvoir dire avec certitude que nous avons au moins sur une plateforme donnée quelque chose comme 190 000 à 200 000 Sénégalais. Là, je suis sûr que je peux le dire avec toute la certification qu'il faut. Et je peux même aller dans le détail des statistiques en termes de zones d'habitation, en termes de catégories socio-professionnelles, en termes d'âge, etc., etc. Donc, le premier frein est à ce niveau. Le second frein, si je puis un tout petit peu développer, se trouve bien évidemment dans la modicité des moyens. Nous sommes un pays relativement nanti. Donc, la modicité des moyens font que notre volonté est de loin supérieure à nos moyens. Et l'ambition dont on en parle moins, vous imaginez bien qu'elle ne peut que se manifester à travers des actions relativement modestes. Mais nous ferons de nos mieux. Et là aussi, là où c'est assez intéressant, c'est nous essayons de pallier à ces insuffisances par le truchement des différentes solidarités agissantes au niveau de la diaspora. Si vous prenez les associations des Sénégalais de l'extérieur, que ce soit des associations à connotation locale, à connotation religieuse, confrérique, ethnique et autres, ce sont des associations qui nous aident beaucoup, aussi bien en termes de réseau d'information, mais en termes de solidarité. Si aujourd'hui le Sénégal devait prendre en charge l'ensemble de nos compatriotes décédés, malades ou qui ont des difficultés de quelque nature que ce soit à l'étranger, c'est pas possible. Oui, allez-y. Le budget du Sénégal ne le peut pas. On peut quand même dire que ce petit frein connaît un certain nombre de palliatifs. Donc, de manière très résumée, voilà les deux axes sur lesquels je voudrais insister. Peut-être qu'avec la discussion, d'autres pourront émerger par rapport aux questions que vous aurez à poser. Merci. D'accord. Là, j'en reviens à M. Nian. Tout à l'heure, vous nous parliez de la phase des fonds, de certains fonds d'investissement qui sont mis en place pour ces Sénégalais de l'extérieur. Est-ce qu'il y a une communication, je dirais, derrière pour inciter, parce que ces financements, je pense qu'ils peuvent attirer ces Sénégalais qui ont un peu peur de se signaler. Donc, est-ce qu'il y a une communication derrière digitale ou même classique qui permettent d'attirer ces Sénégalais-là vers vous?
pour régler les problèmes de recensement et d'identification? Oui, donc nous faisons effectivement la promotion de tous ces produits. Peut-être que, comme l'a certainement dit M. Cissé, avec les moyens certainement dont nous disposons pour le fonctionnement. Et on peut dire que la promotion n'est pas totalement digitalisée. Parce que ce que nous faisons, c'est que nous avons des flyers et que nous donnions à chaque fois que nous recevons ici en visite les Sénégalais de l'extérieur qui viennent nous voir ici au niveau de la direction. On leur donne ces flyers pour leur parler des projets FAISE et autres. Et généralement aussi au niveau des consulats et des ambassades, les associations qui sont là-bas, lorsqu'il y a des rencontres avec les autorités consulaires ou diplomatiques, on les avertit qu'il y a ces fonds et cette politique qui a été mise en place par le gouvernement pour vous assister. Et nous organisons aussi généralement des salons de l'investissement et de l'habitat pour faire la promotion quand même du FAISE, de la FAISE ou du FAISE si vous voulez, pour pouvoir leur faire comprendre qu'il y a cette politique qui existe. Mais je crois qu'avec la digitalisation, nous gagnerons mieux. Comme l'a dit déjà M. Cissé, on a vu qu'avec cette plateforme mise en place pour aider les Sénégalais de l'extérieur, déjà on est pratiquement à 200 000 inscrits. Et à ce niveau-là, seuls les Sénégalais qui pensent pouvoir bénéficier de l'assistance se sont inscrits. Moi, je crois que si nous avions une plateforme qui, de manière générale, demande à tous les Sénégalais qui sont à l'extérieur de s'inscrire au niveau de cette plateforme pour être identifiés, et au niveau des consulats et autres, qu'on puisse dépêcher, parce qu'aussi, il y a beaucoup de Sénégalais qui ne peuvent pas utiliser les nouvelles technologies. Mais au niveau de chaque consulat, si on fait la communication locale, les gens pourront venir au niveau du consulat et se faire assister par peut-être même pas un informaticien, par quelqu'un qui peut manipuler l'éthique pour pouvoir les inscrire. Et je crois que le recensement pourra se faire. Parce qu'une très bonne gestion des Sénégalais de l'extérieur ne se fera pas tant qu'on n'aura pas identifié, localisé. Parce que si vous voulez bénéficier même du retour de ces Sénégalais de l'extérieur, aujourd'hui le Sénégal, je donne l'exemple, le Sénégal est en train de construire 3 à 4 universités. On a combien de Sénégalais qui sont en train d'enseigner dans les universités à l'extérieur? Et certains de ces Sénégalais veulent rentrer. Si aujourd'hui, nous avions identifié qu'on a tant de professeurs en médecine quelque part, qu'on a tant de professeurs de mathématiques quelque part, tant de professeurs de sciences physiques, ainsi de suite quelque part, on pourrait, au niveau des Sénégalais de l'extérieur même, faire la démarche pour leur demander de revenir servir leur pays et leur demander peut-être leurs conditions de retour et leur faciliter le retour au niveau du pays. Donc, la gestion de ces données et les statistiques, ça permet de prévoir, comme on dit, et gouverner, c'est prévoir. Et donc, si nous avions vraiment ces données avec les statistiques, on pourrait faire une meilleure gestion, je crois. D'accord. Monsieur Cissé, nous revenons à vous. Là, nous sommes bien entrés dans les pistes de solutions qu'apporteraient les TIC pour la gestion des Sénégalais de l'extérieur. À part la plateforme qui a été mise en place pour, je dirais, la gestion de la pandémie, l'aide aux Sénégalais de l'extérieur, envisagez-vous de continuer après la COVID à gérer les Sénégalais de l'extérieur à travers les TIC? Digitaliser un peu votre gestion, surtout parlez-nous aussi de la communication, parce que je pense qu'aussi, on a dit que, bon, d'après la remarque que j'ai faite de notre échange, j'ai vu que les principaux problèmes, c'est l'identification et le recensement, et vous avez parlé de problématiques de données, de nombre, et de la modicité des moyens, nous sommes d'accord, mais je pense qu'aussi, à travers l'échange que j'ai eu avec vous, il y a un petit problème de communication aussi. Parce que pour ceux qui ont peur de se signaler au niveau des ambassades ou bien des consulats pour avoir des papiers, qui pensent qu'ils vont être rapatriés, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place une politique de communication, une stratégie pour leur faire part de vos souhaits et
je dirais aussi les tranquilliser un peu pour qu'ils sachent qu'ils ne seront pas rapatriés. Est-ce que cette communication-là ne doit pas être faite? Et aussi, parlez-nous aussi du côté de la digitalisation là, de votre direction, s'il vous plaît. Oui, merci madame. Je vais commencer par cette dernière question pour dire que avant même l'arrivée de la pandémie, on avait déjà commencé le processus. Et peut-être que le moment viendra où le secrétaire d'État en charge des Sénégalais de l'extérieur aura l'occasion de faire une communication beaucoup plus approfondie sur la question. Parce qu'il y avait tout un plan d'action qui a été mis en place dans lequel la digitalisation, la dématérialisation des démarches de quelque nature que ce soit, administrative, consulaire et autres, au niveau des ambassades et au niveau du ministère des Affaires étrangères, concernant les Sénégalais de l'extérieur, était mise en place. Donc, avec l'arrivée de la pandémie, il se trouve qu'on avait déjà mis en place ce projet-là. C'était sa mise en œuvre qui commençait à poindre au moment où est arrivée cette maladie. Et chemin faisant, nous avons, nécessité oblige, créé immédiatement la plateforme. Donc, c'est dire que nous avions déjà posé les jalons au moment où est arrivée la pandémie. Toute chose étant égale par ailleurs, il nous appartiendra de un tout petit peu les bonnes leçons, les bonnes expériences de cette plateforme, en essayant de renforcer l'idée qu'on avait déjà eue de digitalisation de nos différentes démarches administratives, consulaires et autres. Donc, sur ce point, je voudrais vous rassurer pour vous dire que ça ne fait que commencer et nous allons continuer ce projet-là. Maintenant, s'agissant de l'information, il faut constater une chose, que par nature, que ce soit un Sénégalais ou quelqu'un d'autre d'une autre nationalité, dès lors qu'il sait qu'il n'a pas ses papiers, il est par définition méfiant. Parce qu'il a toujours la hantise d'être renvoyé dans son pays d'origine. Et il fera tout pour ne pas qu'on sache qui il est, tant qu'il n'a pas de difficulté et tant qu'il n'aura pas réglé ce problème. Donc, ab initio, ce n'est pas un problème de communication. C'est un problème de statut même de l'individu qui, et c'est tout à fait normal, ne veut pas être connu tant que soit sa situation n'est pas régularisée ou il n'aura pas de problème très sérieux. Et il reste que chaque fois que de besoin, nous n'avons de cesse de dire et de rassurer à cela qu'on ne saurait faire renvoyer un Sénégalais parce qu'il n'a pas de papier. Non, ça n'a pas de sens. Au contraire, on a, nous, l'obligation non seulement de l'assister et de lui apporter ce que l'on appelle la protection consulaire. Quand un Sénégalais est arrêté à l'étranger, avant même qu'on le renvoie au Sénégal, il y a toute une procédure qui est mise en place. Ce n'est pas qu'on vienne, on dit, bon ben, c'est un Sénégalais, on l'a arrêté aujourd'hui, on sait qu'il est Sénégalais, donnez-lui un papier, on le renvoie. Non, c'est trop caricatural. Avant qu'un Sénégalais ne soit rapatrié, c'est toute une procédure. J'en sais quelque chose pour m'être occupé pendant plusieurs années de ces questions-là. Il y a des clichés qui sont véhiculés, il y a l'effet un peu lourd des réseaux sociaux et où on a tendance à ramener la chose dans sa portion la plus dramatique et la plus concrète. Alors que pour renvoyer un Sénégalais au Sénégal, c'est une procédure, je vous en conjure, très longue et si nous le faisons, c'est à notre corps défendant. Mais donc, en définitive, pour me résumer, ce n'est pas un problème de communication. Nous en faisons et comme vous l'avez souligné, nous allons essayer d'insister là-dessus, mais c'est beaucoup plus profond que cela. D'accord. Il y a une question là qu'on a reçue là. Comment vous faites pour le rapatriement des corps de ceux qui sont décédés de la COVID? Est-ce qu'en ce moment, vous avez accepté ça a été accepté en fait, mais comment vous faites pour les transférer? Oui, là vous posez une question très, très intéressante. Une question qui, à un moment donné, au niveau de l'opinion et des réseaux sociaux,
a été un point de, je ne dirais pas de rupture, mais de tension entre l'État qui cherche à protéger le Sénégal et les Sénégalais eux-mêmes, et une partie qui, et c'est tout à fait normal, c'est légitime, qui ne pouvait pas comprendre qu'ils ne peuvent pas venir faire inhumer leurs proches au Sénégal quand bien même ils seraient décédés de la COVID. Le président de la République, dans sa bonté et sa haute compréhension des revendications légitimes de nos compatriotes, après avoir recueilli les avis des scientifiques et des personnes autorisées, a donné l'autorisation à toutes les ambassades de pouvoir délivrer les autorisations pour qu'il y ait le rapatriement des corps qui sont décédés ou pas ou de la COVID. Je ne sais pas quel est l'article qu'on doit utiliser. Ça, c'est de un. Mais en donnant l'autorisation, cela a été accompagné d'un protocole. C'est un protocole qui a été délivré par le ministère de la Santé pour dire quelles sont les prescriptions qu'on doit observer pour le transfert des défunts décédés de la COVID. Et chaque parent qui devrait transporter ou faire transférer une dépouille mortelle doit signer un engagement consistant à respecter les prescriptions du ministère de la Santé. Ça, c'est La deuxième chose, et je l'ai dit tout à l'heure au début de mon propos, chaque fois qu'il y a un de nos compatriotes décédés, dans le cadre de l'aide qui est apportée aux Sénégalais de l'extérieur, il y a un montant qui est dégagé par le comité de gestion du lieu où la personne est décédée, et ce montant est destiné à l'aider soit à transférer la dépouille mortelle ou bien à procéder aux différentes dépenses qui sont liées à l'inhumation. Donc, de manière très résumée, voilà les trois grandes étapes qui sont relatives au transfert des dépouilles mortelles. 1, autorisation. 2, il obéit à un certain nombre de prescriptions du ministère de la Santé. 3, il y a un accompagnement du ministère des Affaires étrangères par le truchement des comités de gestion installés dans les ambassades. D'accord. Monsieur Niang, vous avez quelque chose à ajouter sur ça? Oui, bon, je crois qu'il a un peu fait le tour de la question, comme vous l'avez dit. Hein, les questions de rapatriement de corps et tout ce qui est social, c'est la spécialité de la direction. Tout ce que je fais, c'est que je salue quand même la décision du gouvernement de rapatrier le corps des Sénégalais qui sont à l'extérieur. Peut-être ajouter qu'en plus de rapatrier les corps durant cette pandémie, le Sénégal a toujours rapatrié le corps de ses fils qui sont morts à l'extérieur. À chaque fois que si c'est une mort accidentelle, le gouvernement se charge le devoir de rapatrier. Et en plus, si on peut parler du fonds de solidarité mis en place, et qui est de 540 millions. Ça, c'est pour le rapatriement des corps. Non, on peut y prendre pour rapatrier, mais c'est pour apporter aussi une assistance sociale et des Sénégalais de l'extérieur qui ont des problèmes. Même si vous êtes malade, vous n'êtes pas mort, vous êtes malade et vous devez vous soigner, vous n'avez pas les papiers, il y a des problèmes. Donc parfois, des Sénégalais en situation irrégulière sont malades dans leur pays d'accueil et ils ont des problèmes pour se faire soigner. C'est avec ce fonds-là que le consulat ou l'ambassade sur place les aide à pouvoir quand même se soigner. Et parfois même, on part jusqu'à l'assistance juridique et des Sénégalais qui ont encore des problèmes avec la justice, sauf cas de viol ou de vente de drogue. Ça aussi, on le précise à chaque fois. Vous êtes Sénégalais, pour une raison vous avez des problèmes avec la justice du pays d'accueil et le consulat ou l'ambassade peut vous apporter une assistance juridique par un avocat, à moins que ce ne soit pas un cas de viol ou un cas de trafic de drogue. D'accord. Donc, Monsieur Cissé et Monsieur Niang, nous sommes un peu au terme. Je pense que Monsieur Gaye n'a pas eu la chance de revenir. Il n'a pas encore terminé sa réunion. Donc, je vais vous laisser à chacun placer un dernier mot par rapport à ce webinaire. Monsieur Cissé? Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est juste vous remercier pour une telle expérience, une telle initiative. C'est une première, en tout cas pour moi, et qui m'a permis de m'adresser à vos followers, à ceux qui vous suivent,
pour aborder des questions qui, parfois, de loin, peuvent sembler très complexes. Et les gens, légitimement, se posent des questions. Ils disent, mais qu'est-ce que ces gens-là font? Est-ce qu'ils font leur travail? Et cette explication permet aux uns et aux autres d'avoir un certain nombre d'éléments de compréhension de ce que nous faisons. Et je vous réitère toute ma disponibilité, si vous le voulez bien, pour notre webinaire, pour qu'on puisse davantage aborder. En tout cas, merci et bon courage. C'est nous qui vous remercions, M. Cissé. M. Niang? Oui, vous remerciez infiniment, Madame, pour cette opportunité de pouvoir nous adresser à tous vos membres et les personnes qui nous suivent. Et peut-être réitérer encore notre disponibilité. Peut-être qu'aujourd'hui, en 1 heure de temps, nous ne pourrions pas faire le tour de toutes ces questions qui sont très importantes. Mais dire que, à votre convenance, nous pouvons même laisser notre... Ce n'est que partie remise. Oui, mais je dirais quand même on pourrait laisser notre email à votre disposition pour vous permettre de pouvoir vous répondre sur des questions spécifiques concernant la gestion des Sénégal de l'extérieur. Et donc, on n'a pas eu le temps de traiter ici. Parce que vous êtes déjà sur les nouvelles technologies, vous êtes très suivis. Donc, certainement, il y aura des questions toujours sur la migration sénégalaise, sur la gestion du Sénégal de l'extérieur. On est disponible et par l'intermédiaire du directeur général, il va vous communiquer nos emails. Et à partir de là, si vous avez une question spécifique nous concernant, on est disposé à pouvoir vous répondre. D'accord. Donc, nous avons laissé notre email aux followers. Donc, lorsqu'ils vont voir ça, lorsqu'ils nous envoient des questions, nous allons vous les transférer à travers M. Gaye. Il n'y a aucun souci. En tout cas, nous vous remercions tous les deux, M. Niang et M. Cissé, de votre disponibilité et de votre, je dirais, du partage que vous avez fait avec nous. Nous remercions principalement M. Amadou François Gaye, qui, malgré son emploi du temps chargé et la réunion, cette importante réunion qu'il avait à l'Union européenne, a pu se présenter à nous et nous faire part un peu de son travail. Nous vous remercions et nous donnons rendez-vous à nos followers pour la semaine prochaine, même antenne. Et cette fois-ci, ça va être présenté par notre présidente qui va un peu faire intervenir toutes les commissions de FESTIC pour vous faire part de notre résilience par rapport à cette pandémie-là. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine. Merci, monsieur, et à bientôt. Merci. Au revoir, monsieur Cissé, monsieur Niang. Au revoir, merci, madame. Au revoir, à la semaine prochaine.